Démarrer l'enregistrement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà ce jour d'élection présidentielle aux USA pour une petite revue de marché Ishimoku. Donc je vous laisse regarder le panneau d'avertissement qu'il faut absolument lire. Bientôt j'aurai des nouveautés par rapport à ça. Je vous indiquerai quelques petites choses. Alors juste un petit instant, j'essaye d'ouvrir mon groupe Central Chart, communauté. Voilà. Voilà, comme ça, je peux écrire. Alors, est-ce que je suis connecté? Je vous demande juste un petit instant. Tiens, je vais le faire devant vous. Hop. Comme ça, je vous montre l'écran. Tac, connexion. Sur mon groupe Central Chart, d'ailleurs, j'ai des questions. Il va falloir que j'aille y répondre. Donc, communauté. Donc, ça, c'est ma page, vous voyez, sur Central Chart, qui est un superbe outil aussi, qui va bientôt très fortement se développer. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas à moi d'en parler, mais vous allez voir que ça va fortement se développer prochainement. Voilà. Et donc, nous avons Valsea qui est connecté pour le moment sur ce groupe Central Chart, qui est une alternative pour me poser des questions. Vous avez le panneau de questions que vous connaissez du webinaire, sur lequel vous êtes en train de me dire bonjour. Et puis, vous pouvez aussi utiliser si vous avez deux écrans, par exemple, c'est assez utile parce que on peut voir les questions de tout le monde. Mais bon, pour le moment, les gens n'en ont pas pris l'habitude. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc vous m'écoutez taper sur mon clavier. Je tape bonjour Valsea. Ah voilà, je suis content qu'il y ait au moins quelqu'un sur ce chat. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Ishimoku. Voilà, les gens qui sont autour de moi dans les bureaux à côté, ce que je partage, alors ça dépend, des fois je le fais de chez moi, et je partage aussi des bureaux dans un grand open space avec des gens qui font tout autre chose, mais qui sont devenus des copains. Des fois ils veulent me virer quand je tape à l'écran, parce que je tape très très fort et je casse les oreilles à tout le monde. Donc on a vu le chart, Central Chart, je vais retourner sur les questions. Voilà, salut Gildas, merci beaucoup, j'ai passé de très très bonnes vacances, merci, merci Gabi, bonjour Gabi, bonjour Ura, merci très bien Adèle, Lionel, voilà, Laurent, salut Laurent, voilà, et tous ceux qui vont pas tarder à arriver. Bon, vous n'êtes pas très nombreux ce matin, mais cela n'a pas du tout d'importance. Et puis je m'y attendais un petit peu avec les élections américaines. Et alors ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est systématique. Bon, c'est juste une remarque comme ça, aucune critique ni rien du tout, juste pour le partager avec vous. En général, il y a moitié moins de participants que d'inscrits. S'il y a 100 personnes inscrites au webinaire, il y a 50 participants. S'il y en a 70, il y a 35, c'est systématique. C'est assez étonnant. Bien. Tout le monde a vu le panneau d'avertissement, on va démarrer. Et je reviendrai vers vos questions tout de suite après. Je vais juste vous dire que, eh bien, écoutez, cette revue de marché peut être courte, comme elle peut être longue aussi. Ça va dépendre un petit peu de vous aussi aujourd'hui et pas que de moi, parce que en ce qui concerne le marché, j'ai rien à dire, dans le sens où aujourd'hui nous avons les élections aux États-Unis qui, avec le décalage horaire, vont se passer un petit peu dans notre nuit à nous. Nous devrions avoir, sauf si c'est comme à l'époque où il y avait eu juste 538 voix d'écart entre les deux candidats, souvenez-vous, s'il n'y a pas de recomptage ou comme ça, nous devrions avoir le résultat des élections dans la nuit, voire demain matin. En ce qui me concerne, je ne vais pas me lever la nuit pour avoir les résultats des élections. Je verrai ça demain matin. Et demain matin, s'il n'y a pas de recomptage ou comme ça devrait être plié. Et donc, il va falloir aussi laisser au marché la possibilité de digérer l'information. Moi, je ne recommande pas de se précipiter demain matin sur nos écrans pour voir ce qu'il est possible de faire après les élections. Surtout pas, à la limite. C'est ce que je faisais avant. Avant, je tradais les annonces, je me précipitais, et puis j'ai perdu tellement d'argent à faire cela que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de le faire. Il faut que le marché ait le temps de digérer, puisque après, il faut pas oublier que l'ouverture à Wall Street, c'est à 15h30, peut-être 14h30 en ce moment, avec l'heure d'été. Je ne sais pas si ça s'est restabilisé ou pas. Donc on a vraiment le temps avant d'envisager d'agir sur les marchés, et la volatilité pourrait être extrême, comme pas. En réalité, j'en sais rien. En tout cas,
quand on voit ce que comment le marché peut décaler en fonction des sondages, donc là, vous voyez toute cette gamelle là depuis le 1er novembre, c'est suite au sondage qui donnait Trump gagnant quand le FBI a ouvert le dossier des mails de Madame Clinton. Et puis ensuite, nous avons eu ce week-end des très bons sondages, enfin des sondages pas très bons, mais à nouveau favorables pour Madame Clinton. Donc on a un gap, là c'est le DAX, mais c'est pareil sur le SP500. Tiens, pour ceux qui disent que que le DAX ne suit pas le SP500, je veux pas polémiquer, je veux juste dire que voilà, il faut peut-être aussi savoir regarder des graphiques. Il y a eu un fort gap haussier suite au sondage positif pour Mme Clinton ce week-end sur le SP500. La conséquence, c'est que nous avons un gap haussier exactement aussi sur le DAX, de la même manière que sur le SP500. Donc on peut toujours essayer de regarder si ça vous intéresse, ce qui pourrait être envisageable de faire, mais même ça, ça me paraît improbable. Ça me paraît improbable. Vous voyez, sur le SP500, par exemple, comme je vous le montrais en début de semaine, me semble-t-il, ou en fin de semaine dernière à mon retour de vacances, ce que j'attendais depuis très longtemps, malheureusement, ça arrive à un moment donné où je peux pas le faire à cause de ces élections. J'attendais, on en avait déjà parlé dans des précédentes revues de marché, on attendait un repli sur la Kijun Sen pour pouvoir éventuellement s'appuyer dessus, acheter et revenir chercher les derniers plus hauts, voire des niveaux encore plus hauts à la hausse. Donc pourquoi je dis ça? Parce que évidemment là maintenant, regardez, il y a eu un gap énorme hier et le rebond a déjà été fait. Il y a un avalement en cours ici, mais pour le moment, on pourrait très bien se retrouver demain si on a à la surprise, si Trump gagne les élections. Malheureusement, les prix pourraient tout à fait retracer toute cette hausse et tomber très très bas. Donc il faut vraiment être très prudent. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a maintenant de nombreuses semaines, j'avais fait une revue de marché, peut-être que vous y aviez assisté à cette revue de marché, où j'expliquais que j'attendais que les prix, après avoir tapé cette extension de Fibonacci dont on va peut-être pouvoir parler aussi si vous le voulez ensuite, la probabilité pour que les prix reviennent chercher la Kijun Sen, qui n'est rien d'autre qu'un retracement de 50% de toute cette jambe de hausse, était très très forte. Et que le jour où le SP500 reviendrait chercher la Kijun Sen ici, qui représente 50% de retracement de Fibonacci, nous pourrions envisager des achats pour aller rechercher soit ce niveau d'extension de Fibonacci, soit les niveaux au-dessus, comme par exemple les 2300 points. Je dis ça parce que même si on n'a pas pu entrer en position alors qu'on attendait ce signal, c'est vraiment pour dire aux impatients, et je dis ça, n'y voyez pas de critique, hein, je suis moi-même quelqu'un d'impatient, c'est bon, voilà, c'est comme ça, pour dire aux impatients, aux gens qui ne veulent pas attendre qu'un scénario se déclenche, que quand même, il va falloir peut-être un jour reconsidérer votre position. Et si vous voulez devenir gagnant en trading, alors bien sûr, il y a le scalping, bien sûr, il y a l'intraday, ce que je fais moi-même, etc. Mais que ce soit en intraday ou en plus long terme, attendre qu'un plan de trading que l'on a préparé s'exécute, que le scénario s'exécute, peut prendre parfois beaucoup de temps. Et voyez, quand j'ai fait il y a quelques semaines cette revue de marché où j'indiquais que j'attendais que les prix reviennent se replier sur Kijun, je peux vous garantir que parmi vous, je prends pas beaucoup de risques de le dire, et puis parmi d'autres personnes, beaucoup de personnes ont totalement oublié ce plan de trading. Parce que, en règle générale, les gens, lorsqu'ils débutent ou qu'ils ont une moyenne expérience en trading, n'ont pas la patience d'attendre, n'ont pas envie d'attendre. Là, quand on en avait parlé, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, donc ça fait 2 mois peut-être que nous avions parlé de ce scénario, ou peut-être que ce scénario, on l'a envisagé. Moi, je me rappelle parce que là, j'avais été frustré quand on avait eu ce repli ici, que les prix ne reviennent pas chercher totalement la Kijun, et j'avais dit, il faut continuer à attendre. Même si on s'en est approché, il faut continuer à attendre. Donc parfois, vous voyez, pour un swing trading, il faut attendre 2 mois pour qu'un plan de trading se déclenche, mais ça fait partie du trading. Et en intraday, c'est pareil, sauf qu'en intraday, on n'attend pas 2 mois, on attend peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, c'est vraiment important et avec les copains du forum, on a fait une conf call les dimanches. Si vous allez voir sur le forum, on fait très souvent. Grégory a lancé l'initiative d'une conf call. Donc les gens se réunissent du forum, les membres du forum se réunissent le dimanche à la bonne franquette
pour étudier des plans de trading qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, pour expliquer aux autres leur manière de faire, etc. Donc j'y ai assisté ce dimanche, et parmi les gens qui y assistaient, il y avait un membre du forum qui expliquait ne pas pouvoir trader aisément en journée et en intraday parce qu'il travaille 9 heures par jour et qu'il ne peut voir ses graphiques finalement que en fin de journée. Et donc il cherche des méthodes automatisées. Donc moi je lui ai expliqué que c'est très bien les méthodes automatisées, mais je ne connais personne qui ait jamais gagné de l'argent avec des robots de trading. Alors peut-être les hedge funds qui dépensent des centaines de milliers de dollars, mais sinon je n'ai jamais assisté à cela. J'ai vu que des pertes, alors des gains quelquefois, mais à la longue des pertes. Et que le plus pertinent quand on travaille toute la journée, si c'est votre cas, c'est de faire des analyses sur les unités de temps supérieures comme l'hebdomadaire et le daily, préparer un plan de trading. Je peux vous montrer comment je fais, par exemple, sur l'actif que vous voulez, préparer un plan de trading. Et ensuite, cette personne me disait qu'elle pouvait regarder de temps en temps sur son smartphone ce que faisaient les prix. Donc à partir du moment où on a préparé un plan de trading, comme par exemple attendre que les prix viennent se replier ici sur la Kijun Sen, on peut très bien basculer ensuite sur le H4, et dès qu'on a des signaux de retournement en chandelier japonais, d'où l'importance d'étudier les chandeliers japonais, sur ce niveau qu'on aura très bien pu tracer sur son smartphone, pour l'avoir en repère, on peut toujours entrer en position avec son H4, avec son smartphone en H4 ou en daily, si on a la possibilité de regarder quelques fois par jour, puisqu'il s'agit d'attendre juste les clôtures H4, puisqu'on n'entre jamais en clôture. Et que donc le meilleur moyen quand on travaille, c'est de préparer des plans de trading le soir sur des unités de temps supérieures. Comme ça, on sait exactement sur quel niveau on veut agir et dans quelles circonstances on veut agir en cas de cassure, en cas de repli. Et ça, des chandeliers japonais nous le disent. Et ça permet d'entrer en position confortablement. Et bien évidemment, quand on fait cela et quand on travaille, il ne faut pas avoir l'ambition de faire 3 trades par jour. Il faut peut-être se contenter de 3 ou 4 trades par mois, ce qui, je rappelle, est le meilleur moyen, selon moi, de gagner de l'argent, contrairement à l'overtrading. Donc voilà, donc ce que je vous propose de faire, puisque moi je ne vais pas faire d'analyse et je ne vais pas préparer de plan de trading, puisque tout risque d'être totalement bouleversé avec le résultat des élections américaines, ce serait peut-être perdre son temps pour rien. Donc on a largement le temps de voir demain après-midi ce qu'il en est et redémarrer nos plans de trading demain après-midi à l'issue des élections, plutôt que de faire de la science-fiction sur une multitude d'hypothèses qui peut-être ne vont pas s'exécuter tellement il y aura de volatilité ou de je ne sais quoi, de panique haussière ou de panique baissière. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, par exemple, j'expliquais hier sur Twitter que lorsque l'on n'a plus, ça peut faire partie des sujets dont on peut parler, lorsqu'on n'a plus de repères avec l'Ishimoku, comme c'est le cas par exemple sur le SP500 lorsqu'il était tout là-haut, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, on ne peut pas avoir de ligne de l'Ishimoku pour nous donner des niveaux de support-résistance ou des cibles à atteindre ou des nuages qui nous expliqueraient ceci ou cela. Donc on est bien obligé d'utiliser un autre outil, et l'outil que j'utilise, c'est l'extension de Fibonacci. Et regardez comme c'est pertinent, puisque cette extension de Fibonacci, quand on l'a tracée il y a quelques semaines, on la laisse à l'écran et regardez, les prix sont allés pile poil le chercher au point près. On a la même chose sur le GBP USD. Regardez, ça ce sont des niveaux de Fibonacci, d'extension de Fibonacci que j'ai tracé sur le graphique hebdomadaire aussi, et qui ensuite reportés sur le H4 nous donnent des niveaux d'une précision chirurgicale. On voit bien que les prix ici ont mis un certain temps à casser ce niveau. Ils sont allés malgré la mèche, regardez, malgré la mèche exceptionnelle que l'on avait eue ici. Les prix ont stagné quelques heures, quelques jours sur ce niveau d'extension de Fibonacci. Au pic près, ils sont allés chercher le suivant. Ils ont fait du range entre les deux. Tac, on casse ici. Probablement que les prix ont envie de retourner chercher ce niveau de Fibonacci, mais en attendant, ils se replient de 50%, encore une fois, sur le plat qui jaune, qui est encore un niveau de Fibonacci, et pas que d'extension, mais aussi un niveau de Fibonacci, de retracement de cette hausse de jambe, vous voyez, hop, 50%, et peut-être qu'on s'appuie ici pour revenir chercher ce niveau. Sauf que là, encore une fois, avec les élections américaines, ça sert à rien de l'envisager. Donc on peut parler de ça, ou si vous avez des questions précises sur l'Ishimoku, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Donc la parole est à vous. Voilà, alors, je regarde d'abord sur Central Chart. Tac, ici, hop, j'ai pas de questions. Alors, oula, oui, il y a de la question. Alors Gérard, bonjour Gérard. Une petite question stratégie. On sait que les cours vont fortement décaler, soit à la hausse, soit à la baisse, selon le résultat de l'élection américaine. Partant de cette hypothèse, serait-il judicieux de placer un ordre OCO
sur deux niveaux stratégiques en respectant un écart suffisant et judicieux avec le cours afin d'éviter un déclenchement prématuré et pour ainsi profiter, quel que soit le sens du marché, d'un gain qui pourrait être conséquent. Alors, Gérard, dans le passé, j'ai essayé de faire ça et j'ai jamais gagné. J'ai toujours pris une raclée. Ou en tout cas, peut-être que j'ai gagné une fois ou deux, mais évidemment, si on fait ça et qu'on gagne, qu'est-ce qui se passe? Ça nous donne envie de le refaire la prochaine fois. Et la prochaine fois, on se fait exploser par le marché. Donc, je n'ai jamais réussi à mettre d'écart suffisant. Quel est l'écart suffisant? On n'en sait rien. Comment savoir de combien ça va décaler? On n'en sait rien. Regarde, alors ça va fortement décaler, mais on n'en sait rien non plus. Si ça se trouve, ça va rien décaler du tout. En fait, on sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il effectivement la probabilité, le risque pour qu'il y ait un très fort décalage, on va aller regarder sur l'US 30 parce que sur le SP500 avec les virgules, je sais jamais compter les pips, les points. J'ai toujours pas compris comment on comptait les points. Donc on va aller regarder sur l'US 30. Regarde, rien qu'avec un sondage, on a décalé ici, on était tombé vendredi soir à 17 900, on va dire, 888, donc 900, on va dire. 17 900 et on a fait un gap parce que là on le voit pas mais on a fait 18 286 donc on a dit 900 fait 300 ça fait 400 points rien qu'à la sortie d'un sondage. Alors imagine l'élection présidentielle, donc l'écart qu'il faut utiliser entre les deux aussi, il est de combien? De 400 points, de 600 points? On a déjà vu des gaps de 600 points sur l'USD Yen, je sais pas. C'est impossible à savoir. Donc ce qui risque de se passer, c'est que si ça se trouve, tu vas mettre un OC ici, par exemple, un OC de je ne sais quoi, mais tu vas mettre un OC ici, admettons à 18 400, je dis, parce que encore une fois, c'est du pur hasard. Tu vas mettre un OC à 18 400, poum, le marché va le déclencher, et puis si ça se trouve à peine, il va être déclenché à la hausse. Poum, ça va repartir à toute vitesse à la baisse, ça va aller déclencher ton OC à la baisse, puis à peine ça va taper ton OC à la baisse, poum, que ça va remonter, tu seras sorti du marché, tu auras perdu tes deux trades quand le marché va décider de prendre un sens ou dans l'autre. Selon moi, c'est du trading casino. C'est du pari, c'est pas du trading, c'est du jeu. Et le jeu, c'est pas du trading. Ou le trading, c'est pas du jeu. Donc je ne suis pas pour les OC. Déjà, je ne suis pas pour les OC en général parce qu'ils ne tiennent pas compte des cours de clôture. Une mèche peut déclencher un OC comme. Imagine le gars là qui a mis un OC sur cette étoile filante. Là. Il a mis un OC ici en se disant si je rentre ici, ça casse à la hausse, je vais chercher cet objectif. Il rentre avec son OC, poum. L'OC est déclenché puisque les prix déclenchent l'OC, mais en clôture, on décide une étoile filante. Son signal d'achat déclenché par l'OC se transforme en signal de vente. Il est foutu. Donc déjà, je n'utilise pas d'OC en règle générale pour cette raison et pour les raisons que je viens d'expliquer concernant l'élection américaine. Donc moi, personnellement, je ne le ferai pas. Comment as-tu tracé ton retracement pour le GBP USD? On va aller regarder ça. Dominique, quelles sont les droites les plus importantes à tracer afin d'éviter trop de lignes sur le graphique? J'ai une question concernant Victor, concernant les gaps. Est-il vrai que le marché vient combler ce gap tôt ou tard la plupart du temps? Par rapport à Fibonacci, Gildas, je ne sais pas si tu connais la règle des 7 pour calcul des objectifs statistiques. Pas du tout, je ne connais pas du tout. Je le mets en lien au cas où. Voilà, alors il va falloir que je mette le lien si les gens veulent le recopier. Tac, j'irai voir ça avec grand plaisir, puis après je reviens répondre à vos questions. Donc le lien des 7 par rapport à Fibonacci, que je ne connais pas du tout. Tac, le voilà ici, si vous voulez le recopier sur un papier. Le voilà ici. Donc après, pendant que je vous laisse le lire, voilà, pendant que je vous laisse le lire, je reviens aux questions. Non, je veux pas créer un sondage, c'est pas du tout ça que je veux faire. Question. Alors. Comment as-tu tracé ton retracement pour le GBP USD? On va commencer par ça. Le lien, bon, il reviendra, hein, de toute façon, je le laisse encore un petit peu, puis je le remettrai après quand on reviendra dessus. Alors, GBP USD. Alors, sur Twitter, hier, j'ai mis les anciennes extensions de Fibonacci que j'avais tracées il y a une semaine ou deux ou trois, et puis je les ai ajustées hier, puisqu'effectivement, le marché a bougé. Donc, allons voir comment j'ai fait. Alors,
On va tout nettoyer. Tac, tac. Là j'aurais pu rechanger hein, déjà. Donc je suis sur le weekly. Et donc en fait, il s'agit de prendre le dernier point le plus haut. Donc ici, vous voyez. Tiens, ça fait plus mes petits ronds. Ah, ça veut plus faire mes petits ronds. Bon, ben mes petits ronds se sont désactivés, je sais pas pourquoi. Attendez, je suis bien connecté là. Ouais, c'est bon. Après, ok, donc d'habitude, quand j'appuie sur une touche, bon, ça c'est désactivé. Donc ici, vous voyez, on prend le point le plus haut, d'accord? On part du plus haut au plus bas. On part, bon là, parce que c'est baissier, on part du plus haut au plus bas et on trace le plus haut du retracement. Donc, tac, tac, on va le faire, on va l'enlever, on va le faire. Parce que si je dis tac, tac, c'est pas super pédagogue. Tac, tac, ça suffit pas. Ajouter expansion de Fibonacci. Donc on part du point le plus haut, faut réajuster. On part du point le plus haut. On tire le trait jusqu'au point le plus bas. On lâche la souris et on revient chercher le plus haut du retracement. Hop. Et on marque ce que l'on veut. Vous voyez là, moi j'ai marqué juste qui me donne le 61,8, le 1 et le 1. Voilà. Et on a nos extensions de Fibonacci qui sont tracées. Maintenant, on aurait pu aussi faire, maintenant que les choses ont changé, on peut expansion de Fibonacci. Bon, le retracement, il est léger, hein, donc, et ça nous donne les points suivants. Ok. Alors, est-ce que j'avais fait comme ça sur le H4? Donc après, on peut les tracer sur toutes les unités de temps, bien évidemment. Mais en général, c'est assez efficace de les tracer sur le graphique hebdomadaire. C'est assez efficace de les tracer sur le graphique hebdomadaire. Expansion de Fibonacci. Ok. Hop, ça nous donne les points suivants. Vous voyez, ça nous donne des objectifs en cas de cassure. D'accord? Ça nous donne des objectifs en cas de cassure. J'essaie de... Si on prend le SP500, si on prend le SP500, vous voyez comment c'est précis en plus, hein, puisque tout le monde, c'est une question de psychologie de masse. Donc là, c'était pas tombé aussi bas. Voilà, tac. Tac. Je vais chercher le plus bas, donc c'est le contraire, puisque là c'est aussi le point le plus bas de la dernière baisse. Là c'est quand je les avais tracés la dernière fois. Hein. Maintenant on pourrait réajuster ici en haut. Je vais chercher le plus bas ici. Alors un instant, j'ai le téléphone qui sonne et j'ai mon fils qui est parti à moitié malade à l'école. Excusez-moi 30 secondes, je regarde. Alors c'est pas mon fils qui est malade, c'est Rodolphe de IVT qui me passe un coup de fil, mais je le rappellerai après. Donc on part du point le plus bas qui est ici, vous voyez, de la dernière baisse ici, vous trouverez sur internet aussi. On va chercher le point le plus haut, du point le plus bas du marché jusqu'où il est allé au plus haut la dernière fois, c'est ici. On prend le retracement qui est ici, vous voyez, le point le plus bas du retracement après avoir fait le point le plus haut, et ça nous donne nos extensions de Fibonacci. Et souvenez-vous, parmi le plan de trading qu'on avait sur le SP500, on avait effectivement le repli ici sur la Kijun, et nous avions un second plan de trading qui était en cas de cassure de ce niveau d'extension de Fibonacci, on laissait casser, on attendait le pullback soit sur le niveau de Fibonacci, soit sur les lignes de l'Ishimoku des unités de temps inférieures qui remontent pour s'appuyer dessus et aller chercher le niveau de Fibonacci suivant. C'est quelque chose qui fonctionne très bien puisque c'est à peu près le seul repère qu'ont les intervenants du marché. Donc c'est de la psychologie de masse. Tout le marché agit au même endroit, là où tout le monde voit le niveau, exactement comme une droite chartiste ou exactement comme une ligne de l'Ishimoku. Et si on trace par exemple ici une droite chartiste, on voit bien que l'effet moutonnier du marché, les prix, tac, là, les gens voient qu'on vient chercher un deuxième point de contact, le marché agit à ce niveau-là. Là, on vient chercher un troisième point de contact, on a cassé, pour les raisons que l'on connaît dernièrement, on a cassé, mais enfin le marché a hésité avant de le casser, puisque tout le monde voit ce niveau, donc tout le monde agit sur ce niveau. Donc sur l'extension de Fibonacci, c'est exactement la même chose.
J'espère que j'ai été suffisamment explicite. Donc je vais aller, je suis un peu trop lent, je vais aller aux questions suivantes. Quelles sont les droites les plus importantes à tracer afin d'éviter trop de lignes sur le graphique? Alors, c'est une bonne question à laquelle je réponds. Alors, je dis pas ça pour vendre ma formation, mais à laquelle je réponds en détail. Tout un chapitre quasiment y est consacré avec une vidéo qui dure longtemps. Donc, j'aurai pas en un webinaire la possibilité de. C'est une bonne question. Tout cela est évoqué en détail dans ma formation, mais je vais tenter quand même d'y répondre. Alors déjà, il faut distinguer pour pouvoir tracer les lignes de l'Ishimoku les plus pertinentes, pour pas avoir des lignes partout. Déjà, il faut savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire du trading intraday? Est-ce qu'on veut faire du swing trading? Ou est-ce qu'on veut faire du très court terme ou du scalping? Donc cela dépend de cela aussi. Ensuite, la première chose que l'on veut faire par rapport à notre unité de temps de référence, c'est de repérer quelle est la tendance sur notre unité de temps de référence. Donc là, mon unité de temps de référence, ah ça y est, les petits ronds sont revenus. Mon unité de temps de référence sur l'euro AUD ici, c'est le H4. Donc je regarde ce que font les prix sur le H4 et quelle est la tendance. Donc vous vous souvenez, j'imagine, si vous avez suivi mes webinaires ou mes formations, que ce que veut dire Ishimoku, c'est voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Et quand on dit équilibre du marché, il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir si on est en tendance ou si on est en range, en partant du principe que le range, la dérive latérale, c'est de l'équilibre et que la tendance, c'est le déséquilibre, une anomalie. C'est-à-dire que la tendance est rare puisqu'elle est anormale, puisque en général, tout dans la vie est à l'équilibre et de temps en temps, les choses rentrent en déséquilibre avec pour objectif de retrouver l'équilibre. Donc ici et maintenant, pour savoir si on est en tendance, on regarde le nuage, donc j'imagine que vous savez comment. Si le nuage est orienté à la baisse, c'est baissier. Si le nuage est à plat et qu'il twist, c'est obligatoirement une période de dérive latérale, autrement dit de trading range. Nous avons le plat SSB ici qui représente la zone d'équilibre de cette dérive latérale, autrement dit le milieu. D'accord. Et donc, quand on est dans une dérive latérale et que l'on veut faire autre chose que du trading de très court terme, à rien ne sert de tracer les lignes qu'il y a à l'intérieur du range, puisque si on est dans un range, des lignes, il va y en avoir partout. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Si je commence à tracer toutes les lignes qu'il y a à l'intérieur du range, je vais faire assez rapidement. Il y en a absolument partout. Ça va devenir un enfer. Vous voyez, déjà, j'en ai oublié une autre. Voilà. Tac, tac. Tac, oui, il va y en avoir partout, je vais pas tout, et ça va être absolument intradable. Sauf si on veut faire du scalping, mais bon, on fait pas de scalping sur l'euro AUD. Mais toutes ces lignes vont être utiles en scalping, parce que néanmoins, elles vont quand même servir de support résistance de très court terme à l'intérieur du range. Mais si tel n'est pas notre objectif, les seules lignes qui comptent à l'intérieur d'un range, qui comptent vraiment, hein, qui sont les plus importantes, c'est déjà les résistances et les supports des prix, mais c'est la zone d'équilibre, voilà. La zone d'équilibre ici, qui est une zone compliquée, vous voyez, on casse la zone d'équilibre, on la travaille, on revient chercher, et les bornes du range, puisqu'on trade en haut, en bas et au milieu. Enfin, pile poil sur la zone d'équilibre, et jamais entre les lignes, sinon ça ne sert à rien. Donc toutes les lignes qui sont à l'intérieur du range, c'est pas la peine de les tracer. Par contre, tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si jamais on casse le range par le haut, par exemple. Si on casse le range par le haut, toutes les extensions de plat Ishimoku sont des niveaux de support résistance potentiel. Donc les gens disent oui, mais quand il y a beaucoup de plats comme ça, on peut pas trader, c'est insupportable. C'est pas que on peut pas trader, que c'est insupportable. On retombe sur nos pieds par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a parfois des configurations où il y a des espaces importants où il va être confortable d'entrer en position, et il y a parfois des setups, voilà, des setups où il y a effectivement des lignes partout et on va se dire même en cas de cassure, comme ça va être compliqué parce que je vais pas réussir à atteindre. D'ailleurs, regardez, la mèche est venue se fracasser sur une de ces lignes. Donc cela nous dit que Ishimoku nous indique qu'il faut être ballot pour vouloir trader même en cas de sortie de range alors qu'il y a des niveaux de support résistance partout. Il faut chercher des configurations où il y a moins de lignes. Alors on peut faire comme ça, mais on peut faire aussi autrement. Donc là, c'est mon range. C'est pas très joli, mais regardez, ça dure aussi depuis pas mal de temps. Hein. Ça fait partie des choses que l'on a. Voilà, là, on a à nouveau un range. Vous voyez, toutes les lignes qu'il y a à l'intérieur du range, c'est absolument insupportable que de tenter de tracer, je sais pas, on va prendre USD Yen, par exemple. Alors, USD Yen, on peut faire autrement, par exemple. On peut avoir repéré. Alors, je peux pas expliquer ça en 10 minutes, hein, mais encore une fois, je le répète, c'est avec le plus de pédagogie possible. Je l'explique en long, en large et en travers dans la formation que
qui est très complète, que je vends à seulement 275 €, quand d'autres vendent des formations pour apprendre à tracer des lignes à 10 000 €. Moi, vous avez un PDF de 100 pages à 4h30 de vidéo et tout cela pour seulement 275 €. Je fais ma petite pub, hein, c'est de bonne guerre. Et là, par exemple, il faut repérer que sur l'USDN, les lignes qui sont véritablement pertinentes, c'est toutes les extensions des extensions des SSB du mensuel. Donc, il suffit de les tracer, puisqu'on a vu qu'elles étaient super pertinentes. Vous voyez, je m'appuie sur toutes les lignes SSB du mensuel. Je prends aussi celle du nuage futur qui est ici. Et puis on va en prendre une autre là-haut, par exemple. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup de satisfaction, l'USDN, et qui va continuer à nous en donner dans les semaines à venir. C'est vraiment un régal à trader, puisque il réagit. Regardez, je vous le montre. Regardez, les prix viennent s'écraser ici au pip près sur cette extension de SSB. Puis au pip près, regardez comme c'est travaillé ici sur cette extension de SSB. Puis regardez les clôtures de chandelier ici au point près sur l'extension de SSB. Et puis celle-ci sur l'extension de SSB qui est ici. C'est vraiment magique. Et si on continue à tracer, regardez ici, bon là ça casse un petit peu, et on vient chercher les niveaux qui sont au-dessus. Donc une fois que l'on a repéré ça, on peut rebasculer en H4 par exemple, et on a notre setup. C'est extrêmement facile à trader. Vous voyez ? Là, on est dans un range, mais le range, il ne se fait pas n'importe où. Il se fait entre les extensions de SSB que l'on a tracées sur les unités de temps inférieures. Et puis là, on voit bien que si on casse ce niveau, des 105,73, on laisse casser, on attend le pullback. Alors le problème avec USD-Yen, c'est que quand il casse un niveau, il offre rarement le pullback. Donc il faut avoir un super bon timing. Si ça casse ici, moi j'entre en position et je vais chercher le niveau suivant. Il n'y a pas besoin d'aller... Alors après, est-ce qu'il faut aller chercher les niveaux du weekly, du daily, etc. J'en aurai pour 1h30, comme la vidéo qui est consacrée dans ma formation, donc je vais m'arrêter là concernant cette question. Et après, je veux bien répondre, mais le but c'est que j'essaye de répondre à tout le monde. Victor, j'ai une question concernant les gaps. Est-il vrai que le marché vient combler ce gap tôt ou tard la plupart du temps? Alors, est-ce que c'est vrai à 100%? Je ne sais pas. A priori, oui, puisque le marché respire, c'est une question d'équilibre, donc on peut avoir un gap et puis quelques semaines après, venir le combler. Donc par exemple, si on prend le gap que l'on a là sur le DAX, allons voir. Voilà, là on a un joli gap. Alors attendez, parce que regardez, on va se mettre en daily. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si il faut faire... Alors la question sous-jacente que peut-être... Attendez, j'essaye de retrouver un niveau de gap qui a été extrêmement utile dernièrement, mais je ne sais plus où il est. Il nous avait donné beaucoup de satisfaction parce que c'était un super niveau de support et résistance. Voilà, c'est là. Je l'ai repéré, je vais mettre la flèche dessus, juste pour en parler après. La question peut-être est de savoir, est-ce qu'il y a une question sous-jacente dans ta question? La question est de savoir, puisque le marché vient combler les gaps presque toujours, bon là, pas aujourd'hui parce que l'élection américaine oblige, moi j'ai constaté très souvent, j'ai souvent été tenté, mais je ne le fais pas. Donc tac, il y a eu un gap ici, je short pour essayer de recombler le gap. C'est ça la question. Et là, on gagne 4460 points, 4300 points. Vous vous rendez compte, 160 points. On pourrait prendre rien qu'en shortant pour espérer venir combler le gap. Sauf que si tu lis des bouquins sur les chandeliers japonais ou chartistes, ils en parlent aussi. Les gaps, bon, il y a plusieurs catégories de gaps, il faut savoir les reconnaître. C'est vrai que la plupart du temps en intraday, comme ça, quand il y a des petits gaps, le marché revient le combler. Mais est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va le faire après-demain? Ou est-ce qu'il va pas continuer à monter avant de revenir le chercher? Tout est possible, encore une fois. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente stratégie de trading. Ceci dit, il est vrai que si tu te mets sur des graphiques 15 minutes, tu verras que les gaps du matin, à l'ouverture, sont quasiment toujours comblés, si telle est la question. Maintenant, un gap, ça sert aussi à autre chose qui, à mon avis, est plus efficace de niveau de support-résistance. Si on prend par exemple le gap qui est ici, puisque j'en ai parlé ici, ça nous a donné des plans de trading. Encore une fois, là, on a eu un superbe trade gagnant avant que je parte en vacances. Il faut que je mette le journal à jour. D'ailleurs, je suis un peu perdu. Voilà. Ce gap qui est ici, vous voyez, là, il y a un trou. Ce gap qui est ici a été un superbe niveau de support-résistance pour faire du trading intraday. Regardez comme le marché, on est sur du daily. Regardez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Pendant une semaine,
les prix ont travaillé les bornes du gap. C'est-à-dire que quand le marché revient, alors c'est ce que je vous disais à l'intérieur d'un range. Vous voyez, on est dans un range, on paye ici, et puis il y a des résistances et des niveaux intermédiaires pour faire de l'intraday. Là, on est sur un très très gros range, donc il ne s'agit pas de scalping. La probabilité quand on est en bas pour que les prix viennent chercher le haut du range est très importante, et la probabilité quand on est en haut pour que les prix reviennent chercher le bas du range est très importante. Donc on peut shorter en haut selon certaines conditions, hein, que je n'indique pas ici mais que j'explique parfaitement bien dans la formation, les soulèvements, les volumes, etc. Et ici les ressauts, les volumes, etc. Mais si on n'a pas vendu, payé en bas et si on n'a pas vendu en haut, on peut suivre la tendance à l'intérieur des ranges, puisqu'à l'intérieur des ranges, il y a toujours une tendance, j'explique aussi parfaitement bien comment dans la formation. Et aussi, on peut trader à l'intérieur des supports résistance intermédiaires qui est à l'intérieur du range. Et la borne du gap basse qui était ici, la borne de haute du gap, en était une. Si on reporte tout cela, par exemple, on va essayer de faire un rond dessus pour le retrouver. Voilà. On va faire un petit rond dessus, puis on va basculer sur du H4, puisqu'il s'agit de faire de l'analyse dynamique. Vous voyez, voilà, il y avait vraiment possibilité, regardez, même sur des unités de temps inférieures, regardez comment il y avait moyen de trader toute cette zone, même sur du 15 minutes, hein, comment il y avait moyen de trader toute cette zone, voilà, et comment il était nécessaire d'attendre de la casser pour aller plus loin. Donc, pour revenir un peu plus loin, je vais au-delà de ta question. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est pas véritablement de savoir si le gap va être comblé, parce que la question n'est pas véritablement est-ce qu'il va être comblé, mais c'est quand. Tu vois, la borne, cette borne de gap et cette borne de gap vont être des niveaux de support résistance futurs. C'est-à-dire que là, si ça casse ici, après pullback, il est probable. D'ailleurs, regardez comme le nuage. Bon, là, avec l'élection américaine, tout ce que je dis ne sert à rien. Mais en conditions de marché normales, regardez comme le nuage se met à l'horizontale ici, et comment peut-être qu'on va pouvoir envisager du trading range à l'intérieur de ces niveaux. Et dès que ce niveau va casser, si le marché veut revenir chercher, combler le gap, ce niveau va pouvoir nous donner des, voilà, on va pouvoir trader grâce à ces niveaux de support résistance. Question. Alors, Gildas, on a vu le lien, mais je vais le remettre après. Gérard, merci pour ton avis que je partage. Et de plus, pour poursuivre avec la question précédente, en cas de gap, un ordre OCO serait-il forcément déclenché ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, franchement, je ne sais pas. Si t'as en cas de gap, si t'as un OC à 2, qu'on est à 1 et que tu as un OC à 2 et qu'on fait un gap à 4, est-ce que ça déclenche ton ordre conditionnel? Je suis pas sûr. Je crois pas, mais peut-être. Mais en tout cas, à éviter. Karine me dit que oui, que j'ai bien répondu à sa question. Merci Karine. Dominique, une question un peu en dehors de ce webinaire. Quel est le devenir des analystes de DailyFX? Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas mécontent d'avoir cessé mon partenariat avec FXCM. D'ailleurs, je le dis publiquement grâce à quelqu'un qui m'a fait remarquer que sur ma vidéo de présentation de ma formation, je disais toujours qu'il était possible de l'acquérir suite à mon partenariat avec FXCM. Évidemment, il faut que je change cette vidéo parce que ce n'est plus possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que DailyFX a été vendu, DailyFX Monde, hein, pas France, a été vendu à IG Market pour une certaine quantité de millions de dollars. Donc DailyFX n'est plus FXM, et donc je ne sais, les analystes de DailyFX c'était semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, parce que ce sont des choses que je ne sais pas, donc c'est l'impression que j'en ai, étaient des salariés de FXM, et donc voilà, est-ce qu'ils travaillent pour FXM, est-ce qu'ils travaillent pour IG, peut-être que c'est ça la question qui se pose, donc j'en sais rien. Mon petit doigt me dit qu'ils doivent être en train de réfléchir à une alternative à DailyFX, et que donc ça va peut-être reprendre autrement. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Le mieux, c'est de leur demander à eux directement. Laurent me dit, merci Laurent, que ma formation est excellente. Merci Laurent pour ce témoignage. La longueur des plats est-elle à prendre plus en considération? Oui. Un long plat SSB est théoriquement plus fort qu'un court plat SSB. Pourquoi? C'est mathématique, donc je reviens aux questions suivantes après. Si on prend par exemple ce plat SSB,
Le plat SSB, c'est quoi? C'est le point moyen du plus haut et du plus bas sur les 52 dernières périodes. C'est-à-dire qu'on prend les 50, projeter 26 périodes en avance. Mais bon, oublions la projection en avant. On prend les 52 dernières périodes, on prend le plus haut des 52 dernières périodes, le plus bas, on divise par 2, ça nous donne la SSB. Donc c'est le point moyen du plus haut, du plus bas sur les 52 dernières périodes. Donc plus le plat est long, plus cela veut dire que la durée dans laquelle nous n'avons pas été, que les prix n'ont pas été capables de faire un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, a duré. Ça a duré très longtemps. Donc plus quelque chose a duré longtemps, plus ça marque le marché, plus le marché va le prendre en mémoire et mieux le marché va le voir. Cependant, c'est plus une question d'unité de temps aussi, c'est-à-dire qu'un tout petit plat SSB sur du mensuel est un niveau très très fort et difficilement franchissable en intraday, dont il va falloir tenir compte. C'est une question de temporalité. Donc théoriquement, oui, plus un plat est long, plus il offre un niveau de support résistance important. Par exemple, si on reprend l'USD Yen qui est assez explicite, on le met en mensuel. Je vais enlever tout ce que j'ai tracé ici pour nettoyer. Non, ça c'est pas l'USD Yen. Je me disais aussi c'est bizarre. USD Yen mensuel. Alors tout ça, encore une fois, ce n'est vraiment pas pour vous inciter à l'acheter, mais tout ça est bien évidemment aussi détaillé dans la formation. Je crois que tout est détaillé. Voilà. Déjà, on constate que les plats SSB du mensuel, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ils sont quand même très forts. Même un tout petit angle de SSB, comme ça, regardez, on a mis 6 mois à casser ce tout petit angle de SSB. D'accord? Ce niveau qui est ici, ce long plat SSB qui est ici, il est quand même fort, hein, et en palier, regarde, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois que les prix n'arrivent pas à le franchir. Ok. Quand un niveau de plat SSB, par exemple, hein, puisqu'on parle de la SSB ici, mais on pourrait parler, est aligné à un plat d'une autre ligne de l'Ishimoku, ça renforce le niveau de support résistance. Ok. Alors, question. La longueur des plats est-elle à prendre plus en considération? Alors, elle n'est pas à prendre forcément plus en considération, mais elle est à prendre en considération. Alors, encore une fois, un plat à l'intérieur d'un range, c'est du beurre, c'est une passoire, ce n'est que des niveaux de support-résistance de très court terme. Mais un plat tendanciel ou qui a été construit lors d'une tendance est un niveau de support-résistance très important. Mais il faudrait détailler beaucoup plus longtemps. Bonjour Patrick, sur quelle paire conseilles-tu de faire du scalping? Nicolas, Ramstey. Donc Nicolas, moi je ne conseille pas de faire du scalping pour commencer. Je suis franc et sincère, hein. Je sais que c'est à la mode, je sais que ça convient très bien aux gens qui justement n'ont pas la patience ou l'expérience euh, suffisante pour savoir que attendre un plan de trading plusieurs jours parfois sans trader, ça devient extrêmement confortable et rentable quand on arrive à le faire, mais pour pouvoir le vérifier, il faut en avoir fait l'expérience, parce qu'on est comme ça, un peu les êtres humains, tant qu'on n'a pas vérifié par soi-même, on a du mal à le croire. Donc moi, j'ai passé l'étape du trading foufou qui tradait sans arrêt, qui perdait des milliers et des milliers d'euros, parce que je peux vous garantir que de l'argent j'en ai perdu et beaucoup. En trading, j'ai tout essayé, hein, j'ai essayé le trading tout azimut, j'ai tout essayé. Et la seule chose que je n'arrivais pas à essayer, c'est d'être patient et attendre que mes plans de trading s'exécutent, même en intraday. Vous savez que maintenant, je prends 5, 6 trades maxi par mois, parfois plus si le marché m'en offre l'opportunité, parfois moins si le marché ne m'en offre pas l'opportunité, et ça me va mais super bien. Mais le scalping, c'est très rentable pour certaines très rares personnes. Ne nous racontons pas d'histoire, malgré ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est difficile. Et souvent, les gens font du scalping par impatience, pour en découdre avec le marché, parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre 3 jours, surtout quand il y a des élections, ça repousse encore l'attente, etc. Ou je ne sais quoi. Les gens donc c'est un peu pour ça que les gens ont envie de faire du scalping.
Le véritable scalping tel que je le montre dans ma formation, parce que je consacre 9 vidéos de trading live où je montre concrètement comment je fais du scalping à ma manière, c'est-à-dire que j'entre en position, etc., je commente. Le scalping, le vrai scalping, c'est aller chercher un demi-point, 0,8 points, 1 point, 1,5 points, 2 points, rarement 3 points, et voilà. Et éviter de perdre plus de 5 points. C'est ça le vrai scalping. Sinon, on fait du trading de très court terme. Si on va chercher 15, 20, 30 points, là, 30 points, c'est carrément de l'intraday. Donc, si on va chercher 10, 15 points, c'est plus du scalping. Si on tient compte du fait que sur la plupart des paires, il y a un spread de 1 et il y a une commission de je ne sais pas combien, ça veut dire qu'au minimum, si on fait du scalping sur l'euro USD, il faut gagner au moins 3 points pour que ce soit un tout petit peu rentable, pour gagner 0,5 points, puisqu'on enlève le spread et la commission. Donc c'est impossible, c'est plus du scalping. Donc les seuls actifs chez mon courtier, il y en a peut-être d'autres courtiers, hein, qui font autrement. Mais chez mon courtier qui est FXCM, les seuls actifs qui permettent de faire du scalping à faible coût, c'est le CAC 40 et le DAX qui ont un spread sans commission qui varie entre 0,8 et des plus en fonction des conditions de marché. Donc, pour ces raisons-là, quand moi je fais du scalping, ce qui est de plus en plus rare, parce que ça ne me convient pas au niveau de ma personnalité, j'aime pas ça, ça stresse, faut rester devant l'écran pendant des plombes, j'ai autre chose à faire dans la vie. Euh, je le fais sur le DAX ou le CAC 40, mais pas sur le CAC 40 parce que c'est très mou, mais c'est mieux pour apprendre. Et donc sur le DAX, mais c'est extrêmement volatile et compliqué. Voilà. Mais je ne le recommande pas parce que, alors on m'a demandé de faire des vidéos de scalping dans ma formation, je les ai faites, je les ai ajoutées à la formation. Mais c'est pas parce que je les ai faites que je recommande de le faire. Victor, merci. Alors, Nicolas, quand la paire est en période de range et que la gap fait sortir les prix du range, est-ce que cela, est-ce qu'elle retournerait dans son range? Je ne sais pas, Nicolas. Franchement, je ne sais pas. Mais ça sert à rien de vouloir essayer de trouver, parce que je me trompe peut-être, hein, mais de trouver une astuce de trading facile. Le seul trading qui marche à la longue, c'est apprendre l'analyse technique parfaitement bien, soit via Ishimoku tel que je le fais moi, soit via le chartisme, soit via je ne sais quoi. Appliquer un money management extrêmement strict et rigoureux, dompter nos pulsions et nos émotions, et sinon, est-ce que si par exemple ça sort du range avec un gap, est-ce que ça va retourner à l'intérieur du range pour essayer de trader ça ou pas? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'évite toujours. Avant, j'évitais pas, hein, et c'est pas parce que je dis que j'évite, enfin, j'évite presque toujours parce qu'il n'y a jamais rien de définitif en trading. Je ne traite pas les cassures de range, d'accord? Tac, ça casse le range, bim, ça casse le range. Je ne suis pas pressé, je ne traite pas cette cassure, même si la cassure. Alors, a priori, parce que si la cassure se fait vraiment près de la borne basse et qu'elle n'est pas trop éloignée de Tenkan, parce que souvenez-vous que toute cassure qui se fait loin de la Tenkan-sen, donc là en rouge je matérialise une fausse Tenkan-sen. Imaginons une fausse Tenkan-sen ici. Lorsque les prix cassent et que les prix se retrouvent loin de la Tenkan-sen, c'est même pas la peine d'y aller. Il y a 99,9% de perdre le trade parce qu'on va subir le retracement parce qu'il ne faut pas oublier que les prix éloignés de la Tenkan-sen, c'est une situation de surachat ou de survente et que la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix. Donc si la Tenkan-sen est restée loin sur la cassure, c'est même pas la peine d'y aller. Maintenant, si la cassure se fait près de la borne range et près de la Tenkan-sen, on peut peut-être éventuellement envisager d'entrer sur cassure, mais en règle générale, je préfère laisser casser puisque je ne suis pas pressé. Les prix reviennent toujours à l'équilibre, même si ça va très loin comme ça, je ne suis pas pressé. Les lignes de l'Ishimoku vont remonter, donc la Tenkan-sen, elle va coller au prix, et la Kijun-sen qui est en dessous, qui a tendance à être plus lente, bon, il faudrait que je la trace. Alors attendez, je vais essayer de m'appliquer. Hop, on va faire la Tenkan-sen comme ça. Ça, on va mettre paramètre par défaut, comme ça restera bleu. D'accord. Et puis ensuite, elle va remonter. Avec la tendance, comme ça, elle va remonter. Et puis à un moment donné, la tendance là-haut va s'essouffler. Je le fais pas, hein, mais on va le comprendre. Elle va s'essouffler et elle va s'aplatir. D'accord. Là ou ailleurs, hein, si ça continue à monter. Et tôt ou tard, les prix vont revenir, rappelez-vous, 50% de retracement de Fibonacci, vont revenir chercher ces niveaux
de l'Ishimoku. Et si ces niveaux de l'Ishimoku ne cassent pas à la baisse, soit celui-là, soit les prix peuvent aussi revenir chercher la borne haute du range. S'ils ne cassent pas à la baisse, soit avec le gap, soit avec pas le gap, et par exemple, si sur les unités de temps, on commence à dessiner des chandeliers de retournement sur ces niveaux, alors sur les unités de temps inférieures, on pourra envisager d'acheter pour aller chercher les niveaux supérieurs qu'il y aura au-dessus, etc. On n'a absolument pas l'obligation de se précipiter. Donc même si ça gap au-dessus du range comme ça, admettons, voilà, donc il n'y a plus de Kijun, hein, évidemment, il n'y a plus de Tenkan, même si ça gap au-dessus du range comme ça, est-ce que les prix vont revenir chercher la borne, combler le gap ici? J'en sais rien. En tout cas, je ne vais pas tenter de le faire parce que peut-être qu'il va y avoir une accélération haussière et que le gap ne sera comblé que plusieurs semaines plus tard. On n'en sait rien. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je verrai bien. J'attends le retracement et je verrai bien. Peut-être que ça va revenir chercher le gap. Il y a plusieurs possibilités, hein. S'il y en avait qu'une, on serait tous milliardaires. Il faut faire de l'analyse technique. Soit on revient chercher le gap, soit ça repart à la hausse. À ce moment-là, on achète. D'accord? Soit ça revient pas chercher le gap, mais ça s'appuie sur les lignes de l'Ishimoku et à ce moment-là, on pourra acheter aussi. Alors, question suivante. Voilà Nicolas. Karine. Oui, ta formation c'est excellente, c'est la seule qui me convienne en tout cas. Merci à toi pour le partage. Merci beaucoup Karine. Gabi. Sur les mêmes parités, sur différentes plateformes, je n'ai pas les mêmes Ishimoku. Qu'en penses-tu? Alors c'est normal. Alors déjà sur les différentes plateformes de différents brokers ou de même broker. Sur FXM par exemple c'est normal puisque par exemple si on utilise la TS2, elle est alignée sur les horaires d'ouverture des marchés de je ne sais pas quoi, Londres ou New York, je sais pas, peu importe. Et en tout cas, ce que j'ai repéré, c'est que les clôtures H4 se font à 7h, 11h, 15h, 19h, 23h. J'ai le même broker FXM sur MT4, ils sont alignés, c'est complètement ballot et j'ai toujours trouvé bébête qu'ils ne trouvent pas une solution à cela. On peut pas avoir des horaires de clôture différents chez un même broker sur deux plateformes différentes, mais enfin c'est ainsi fait. Que sur MT4 de FXM, ils sont alignés, alors si c'est pas sur celui de New York, c'est sur celui de Londres, et donc les clôtures, il y a 2 heures d'écart sur les clôtures, donc au lieu de 15 heures, c'est 17 heures. J'ai perdu l'habitude, avant je faisais MT4, j'ai oublié, c'est très long. Il y a 2 heures d'écart, donc forcément, puisque les lignes de l'Ishimoku sont des calculs mathématiques, sont des points moyens, des plus hauts, des plus bas, donc forcément basés sur les plus hauts, les plus bas, mais aussi en tenant compte des clôtures des chandeliers, forcément les lignes de l'Ishimoku ne sont pas sur le même niveau. Tout ce que je sais moi, c'est qu'après avoir testé les deux, les lignes de l'Ishimoku s'adaptent au marché tel qu'il est. Donc s'il y a des milliers de personnes qui ont des clôtures à 17 heures au lieu de 15 heures, des millions de personnes de par le monde qui ont des clôtures de chandeliers à 17 heures, c'est fréquent sur plein de brokers d'avoir ces chandeliers de clôture là à 17 heures H4 au lieu de 15 heures, Ishimoku fonctionnera aussi très très bien puisqu'il va y avoir des gens qui agissent sur les seuils que tout le monde voit par millions, mais il y a aussi d'autres millions qui verront les prix clôturés à des horaires différents et donc ça fonctionnera aussi. Tout ce que je sais, c'est pas pour faire de la pub à FXM dont je ne suis plus partenaire, mais pour autant ce broker, j'ai rien à lui reprocher, enfin sauf depuis janvier, depuis le CHF, là j'ai rien à lui reprocher. Les clôtures et l'affichage de la TS2 pour afficher Ishimoku, j'ai jamais trouvé mieux. C'est excellent. L'Ishimoku sur TS2, donc avec les horaires de la TS2, s'affiche parfaitement bien. Disons, ils en ont des choses à dire, la French Team Ishimoku sur Facebook. J'arrive pas, ils vont vite en plus pour écrire. Quoi dire de plus? Après, il faut se méfier aussi sur MT4. Alors, il paraît que le problème a été réglé. Tout est faussé souvent de l'Ishimoku sur MT4, puisqu'il faut cacher les données du week-end et que si vous observez bien, sur plein de plateformes MT4, on a une bougie de trop daily par semaine. Parce que ça tient compte des données du week-end. Donc, au lieu d'avoir lundi, je compte avec mes doigts, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sinon c'est un peu trop dur pour moi. Au lieu d'avoir 5 bougies par semaine, on en trouve souvent 6. Et alors là, ça fout tout en l'air. Il faut arrêter le trading Ishimoku sur les plateformes qui ont un jour de trop par semaine. Patrick François, j'ai acheté ta formation qui est très bien, je suis en train de l'étudier, formation très pédagogique, merci Patrick.
Dominique, as-tu testé Ishimoku avec les fourchettes d'Andrew ou les canaux de régression? Non, je ne l'ai pas testé puisque j'imagine que c'est super bien. Là, on a des copains qui essayent aussi Ishimoku et le market profile. On peut tester. Moi, je teste, je fais de l'Ishimoku et j'y ajoute quelques lignes chartistes et j'ai d'excellents résultats. Donc, je n'ai pas la curiosité d'aller regarder les canaux de régression et les fourchettes d'Andrew avec Ishimoku parce que je n'en ai pas la nécessité. Ça m'apporterait rien. Je suis très satisfait de mon trading tel qu'il est avec du simple Ishimoku. Pour le scalping, visiblement, aujourd'hui, cela se passe sur carnet d'ordre. Je sais pas, Gildas peut-être, mais carnet d'ordre sur les futurs alors. Mais bon, ça, je suis pas assez riche pour avoir un compte sur futur. Et puis, j'y connais pas grand-chose. Et puis, ça manque de liquidité, paraît-il. Il faut demander aux gens qui connaissent. Moi, je fais le scalping avec Ishimoku de base, des stochastiques et le SP500 à côté. Mais ça fonctionne aussi très très bien avec les prix, l'action des prix et les lignes que tout le monde voit au même moment. Connais-tu Aikenashi et si oui, pourrait-il être combiné avec Ishimoku? Tout peut être combiné avec Ishimoku, Gérard. Je connais un peu Aikenashi, mais pas beaucoup. Il y a Pascal, je crois, parmi nous, qui est sur Twitter aussi, il faudra lui en demander. J'ai testé, c'est superbe, mais rien, pour moi, rien ne vaut la puissance d'éclaircissement des chandeliers japonais. Je trouve que les chandeliers japonais, c'est un petit peu plus compliqué à apprendre, mais pas non plus trop pour qui fait l'effort de le faire. Et c'est tellement plus puissant et ça nous indique tellement plus de choses que les Eikenashi, mais ce n'est que mon point de vue. Ça nous informe sur l'état psychologique du marché, sur les seuils clés et les mèches, les configurations en mèche, les différentes configurations donnent des informations cruciales que les Eikenashi ne donnent pas parce que trop basiques à mon goût. Voilà, c'est ça sur les futurs. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Je vais vous remontrer le lien que nous avait mis Gildas ou Gérard, je ne sais plus, concernant voilà. Si. Alors là, il y a quelque chose à voir, visiblement, une méthode Fibonacci à voir. Alors Valsea, voilà. Ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble et je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous souhaiter aussi d'avoir la patience d'attendre la fin des élections, de ne pas chercher à faire un coup, parce que même si on fait un coup et que ça marche, la fois d'après, on se dit, puisque ça a marché, je vais refaire un coup, et on se fait croquer par le marché. Croyez-en, mon expérience, le marché m'a souvent croqué quand j'ai essayé de faire ce genre de choses, puis après j'ai voulu me refaire, comme toujours, et ça a été la catastrophe, et c'est comme ça qu'on crame des comptes. Merci à vous et puis je vous souhaite une excellente journée. Cette vidéo sera ensuite sur YouTube. Si vous me suivez sur Twitter, bah, ça fera toujours service de retweeter. Et puis si vous avez suivi la formation, n'hésitez pas à en glisser un mot sur les témoignages, voilà. Et si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre. Je vous montre, tac, en allant sur mon site web. Et puis il y a ici voir plus, il y a un formulaire de contact. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il soit dans voir plus parce que les gens, il y a un formulaire de contact et c'est ici qu'on peut me joindre pour me poser les questions que vous voulez. Et si c'est des questions concernant l'analyse technique et l'Ishimoku, il faut utiliser le forum. Merci à vous tous, excellente journée. Je suis très content de vous avoir retrouvé et je vous dis bye bye, à bientôt. Salut Serge.